Nico 5160 me dit « Bonjour Pierre, après Bordeaux, Lyon est sérieusement menacé. Pensez-vous qu'il soit possible que de nombreux clubs historiques du football français coulent dans les 2-3 années à venir et soient obligés de repartir dans des divisions inférieures, Paris, Monaco, Rennes et Marseille semblant être les seuls intouchables financièrement. Il y en a d'autres qui sont très bien financièrement aujourd'hui. Strasbourg, Lille, voilà, pour des raisons différentes. Strasbourg parce qu'ils ont été rachetés par des milliardaires, Lille parce que c'est parfaitement géré et qu'ils sont aussi adossés à un groupe. Le problème, c'est que le malheur de Lyon touche un investisseur américain, adepte de la multipropriété, et donc ça sert d'exemple aux détracteurs de la multipropriété pour leur dire vous voyez bien que c'est de la merde. Encore une fois, il n'y a pas de généralité à faire sur la multipropriété comme sur l'indépendance. Il y a des gens qui arrivent à très bien se débrouiller dans les deux cas. Effectivement, je pense que ce qu'a fait Manchester City avec 3 est un scandale et absolument tout ce qu'il faut pas faire dans le foot. Encore une fois, pour être très bien placé, je vois que ce que fait Bluco à Strasbourg n'a absolument rien à voir en termes d'investissement financier, mais même d'investissement humain, parce que c'est pas parce que Ekbali, le milliardaire, est pas tous les 15 jours à la méno qu'il s'intéresse pas à ce qui se passe au club. Je le sais, puisque j'étais 3 jours avec Marc la semaine dernière, je sais à quel point il est en contact téléphonique presque quotidien avec le propriétaire du club, et voilà, et que pour l'instant tout se passe très bien à ce niveau-là. Mais effectivement, l'histoire de Textor est très inquiétante. Question suivante, donc, de Yann 6767. Votre avis sur la gestion de l'OL, la décision de la DSCG et les annonces douteuses de Textor? J'ai pas été surpris, j'ai même fait un tweet à l'époque où j'avais encore mon compte sur l'info que j'avais eue. L'info, elle me venait de la DNCG. Je sais que la DNCG avait extrêmement mal pris le communiqué de l'OL sur ses finances parce qu'ils avaient même pas été avertis en amont et qu'ils ont découvert ça comme tout le monde dans la presse, ce qui me paraît assez vertigineux. Et d'une manière générale, moi qui fais souvent qui intervient souvent dans l'émission de Julien Legaune sur YouTube, j'avais alerté il y a quelques mois sur la gestion catastrophique de Textor. J'ai l'impression que ce mec, il fait de la cavalerie, quoi. Il investit, il dépense, et puis derrière, il essaye de le revendre et tout, mais tu n'y arrives pas comme ça, parce qu'il y a un moment donné, je rappelle quand même que il s'était engagé à vendre entre 100 et 120 millions de clubs au mercato d'été, qu'il en a vendu pour 40. Donc déjà, il manque 60 ou 80 millions, sauf qu'en plus, il a encore recruté. Donc là, le mercato d'hiver, parce que bon, pour l'instant, il faut aussi voir ce qui se passe ponctuellement. C'est-à-dire que le club est interdit de recrutement et relégué à titre conservatoire en Ligue 2 à la fin de la saison. Il est évident qu'il va falloir que l'OL vende des joueurs dans ce mercato hivernal. Et il est évident aussi que les clubs derrière sont pas fous et vont pas surpayer des joueurs alors que le club il est pendu comme ça. Donc le problème, il est très épineux. Et j'ai vu Jean-Michel Aulas à la remise de Légion d'honneur de Marc mardi. J'avoue que j'ai pas eu le cœur de lui parler de ça parce que je pense que ça doit être une grande souffrance pour lui. François Claudel 7529 me dit: ancien gardien de but dans ma prime jeunesse, je constate 2 évolutions majeures dans le jeu. Peu ou pas de sorties aériennes et même plus de sorties, beaucoup d'arrêts avec les pieds, style handball. Qu'en pensez-vous? J'ai revu des vidéos de Levi Yashin, c'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque, c'était un autre jeu qui allait beaucoup moins vite et surtout une différence de taille entre l'époque Yashin et même les époques qui ont suivi. Et aujourd'hui, c'est les ballons. Aujourd'hui, les ballons sont ultra légers, ils ont des trajectoires assez insensées. Regardez certains coups francs, je veux dire, même avec Juninho, regardez le ballon qui faisait comme ça et tout. C'est très difficile pour les gardiens et je pense qu'il est de plus en plus difficile pour les gardiens d'appréhender de façon claire les trajectoires sur les longs ballons. Donc ça veut dire les frappes, mais ça veut dire aussi les centres. Après, c'est pas ça qui dédouane un Donnarumma qui fait plus d'1m90 de toujours rester sur sa ligne sur les coups de pied arrêtés. Pierre GTI 311.
Fin de carrière pour Gomis, as-tu des anecdotes avec ce joueur ou étais-tu vraiment brouillé avec? Alors j'ai jamais été brouillé avec Baffé, mais alors jamais. Ça a toujours été comme un frère pour moi. C'est probablement le joueur, un des joueurs avec qui j'étais le plus proche. Et probablement le mec du milieu avec aujourd'hui Marc Keller, Antoine Comboiré, avec qui je suis le plus ami. Baffé, j'ai des anecdotes avec lui, oui, plein. J'étais allé le voir à Lyon et je voulais absolument m'acheter des marionnettes de Guignol, qui sont d'ailleurs, enfin, qui seront de nouveau dans mes prochaines toilettes, puisque là elles sont dans le déménagement. Donc on avait fait plein de boutiques pour trouver des vraies marionnettes à Lyon. Et c'était drôle parce que dans les rues, on faisait un concours à celui qui faisait le plus de photos que l'autre. C'était le bon temps. Baffé, c'est aussi un séjour à Merano. Lui, il va très régulièrement. Moi, j'avais été 2 fois. Merano, c'est le truc où tu perds 6 kilos et 6000 balles en 6 jours. Tout est par 6. Et voilà, c'était des bons moments. C'est quelqu'un de doux, d'affectueux, qui a été extrêmement présent dans ma maladie, qui m'avait envoyé ses encouragements avec Paga à la fin d'un match de l'OM, qui avait dit qu'il ne viendrait plus au CFC tant que je serais pas de retour. Donc, ah non, ça n'a jamais brouillé avec Baffé. Jamais, jamais, jamais. Kevin Piotrowski me dit, es-tu déjà allé à Geoffroy Guichard et niveau ambiance des COP, où les places-tu dans la hiérarchie française et européenne? Ouais, j'ai déjà été à Saint-Étienne, il y a un petit moment déjà. J'avoue que j'avais pas été ébahi par l'ambiance. Je me souviens que la dernière fois où j'y étais, il faisait extrêmement froid. Peut-être que ça joue, hein. Je me souviens aussi on parle des meilleures ambiances, je me souviens d'un Galatasaray PSG où, franchement, l'ambiance, ça avait commencé 1 heure avant le coup d'envoi, ça avait fini 1 heure après le coup d'envoi, et le bruit te rendait fou. Et il y avait eu un Galatasaray PSG en Ligue des Champions 2-3 ans plus tard, et j'en parlais à tous les journalistes en disant, vous allez voir, l'ambiance c'est une dinguerie. Et là, c'était tout calme. Et j'avais demandé à un journaliste turc, j'ai dit, mais comment ça se fait? Il y a 3 ans, c'était l'enfer, et là, c'est tout calme. Il dit, oui, mais là, ça fait 3 semaines que le ramadan est commencé, les mecs sont cuits. Thomas BRN. Beaucoup se sont offusqués de l'organisation du Trophée des Champions à Doha, mais lorsqu'il était envisagé de le faire à Monaco en début de saison, personne n'a rien dit. Je comprends bien la polémique du moment où maintenant il est de coutume de l'organiser à l'étranger. La polémique, elle va pas uniquement de l'endroit où se déroule le Trophée des Champions. C'est surtout impossible. On n'est pas foutu en France de trouver un lieu et une date pour que le truc devienne une tradition, comme le Charity Shield ou le Community Shield maintenant. C'est son nouveau nom en Angleterre. C'est hallucinant que ce trophée ait lieu 6 mois après la fin du championnat. Alors après que ce soit à Doha, alors moi j'ai jamais entendu que le match pouvait avoir lieu à Monaco. Alors peut-être que ça m'a échappé, hein, mais j'ai jamais entendu ça. Bon, maintenant qu'on trouve de faire ça à Doha, je trouve ça pas terrible. Déjà le dernier trophée des champions, il avait lieu au Parc, donc au moins Paris jouera pas totalement à domicile. C'est surtout l'utilisation minable qu'on fait de ce match et qu'on soit pas foutu. Mais je veux dire, là, Bordeaux, visiblement, Bordeaux ne sera pas en Ligue 1 avant plusieurs saisons. Pourquoi on ne dirait pas pendant plusieurs saisons que le Trophée des Champions a lieu à Bordeaux? Voilà, ça ferait une très belle affluence dans un beau stade et dans une ville qui va être privée pendant un long moment de foot de haut niveau. Oh là là, putain, celui-là. Rojdak Kieslier. La vache, 71-76. Brest vit une saison exceptionnelle dans le sens où ils se reverront probablement jamais à la Ligue des Champions. Pour toi, penses-tu qu'ils devaient vivre cette Ligue des Champions à fond en essayant d'aller le plus loin possible, même en galérant à se maintenir? Ou serait-il mieux qu'ils se reconcentrent sur la Ligue 1 et cherchent à avoir une place dans le top 10, voire mieux? Ce qui est évident, c'est que je pense que Brest va avoir un choix à faire. Je pense que Brest et les 2 derniers matchs de Ligue 1 où Eric Roy fait tourner son effectif l'ont malheureusement démontré. L'équipe ne veut pas jouer les 2 tableaux. Le fait est que quand tu as 10 points en 4 matchs en Ligue des Champions, évidemment, tes chances d'aller peut-être même directement en 8e de finale sont importantes. En même temps, je suis globalement pas inquiet pour le maintien de Brest
parce qu'il y a tellement, mais tellement plus faible qu'eux. Puis je pense que quand t'es joueur, tu choisis pas. Je pense que et que t'es entraîneur, tu choisis pas. Tu mets forcément ta meilleure équipe pour aller en Ligue des Champions. Le prochain match c'est Barcelone, donc vous voyez bien que tu vas pas faire tourner contre Barcelone, quoi. Ça n'a pas de sens. NTMX4HI. Putain, vous avez cette pseudo sur YouTube, parce que là c'est les questions sur YouTube. C'est la première fois que j'avais fait ça. Vos relations avec Frédéric Antonetti permettent-elles un regain d'intérêt, voire de sentiment, vers le Sporting Club de Bastia? Alors non, pas du tout. Et c'est absolument pas dirigé contre Bastia. Je dirais c'est dirigé contre, et encore contre n'est pas le terme qui convient. Il y a tellement de foot. Je me tape tellement de matchs de Ligue 1 et de matchs de Coupe d'Europe pour ma chaîne que franchement j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie et plus d'envie pour regarder d'autres matchs, même les matchs anglais, espagnols. Je le regrette, hein, je regrette de ne pas pouvoir peut-être mieux sélectionner mes matchs, et peut-être parfois j'aimerais mieux regarder Chelsea-Arsenal que le match de 17h de Ligue 1, mais bon voilà, ma chaîne elle est sur la Ligue 1, donc effectivement je suis les résultats de Fred. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone d'ailleurs, c'est une bonne remarque, je vais l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Anto Horda me dit « Pogba est désormais libre de signer où il le souhaite. Où le vois-tu signer après tant de temps sans jouer en club? Peut-il revenir à un très bon niveau ?» Il y a un peu un fantasme, Paul Pogba, c'est-à-dire que les gens se souviennent du joueur magnifique qu'il a été, magnifique mais irrégulier, du joueur magnifique qu'il a été, mais bon, ça fait maintenant plusieurs années, entre sa suspension, ses blessures, ses soucis de famille, si on peut appeler ça des soucis de famille, il y a énormément de choses qui se sont passées et qui ont fait que Paul a été abîmé par tout ça. Alors effectivement, je pense que physiquement, cette longue coupure a dû lui permettre de se régénérer. Déjà qu'il rejoue, qu'il retrouve un club, qu'il retrouve du plaisir de jouer. Moi, je lui conseillerais de pas être trop ambitieux au niveau de son club. Moi, je le verrais plus en Arabie Saoudite ou en MLS que d'aller tenter d'aller à l'OM ou dans un truc comme ça. Je pense que c'est extrêmement casse-gueule pour lui. Le Chacal d'Or me dit « Ne serais-tu pas d'accord pour créer une seule Coupe d'Europe au lieu de 3 avec 256 clubs? Tout le monde se fout de l'Europa League et encore plus de la conférence. » Ouais, mais moi je suis peut-être un peu vieux jeu, mais une Ligue des Champions où un mec qui a fini 8e du championnat d'avant peut peut-être par le biais d'un recrutement pharaonique remporter le trophée l'année d'après, ça me gêne. Après, je suis pas trop d'accord, je pense que l'Europa League intéresse pas mal de clubs, surtout ceux qui les disputent. Je pense en revanche que la Conference League n'a absolument aucun intérêt et que c'est quelque chose que l'UEFA devrait peut-être supprimer assez rapidement.